Vous vous dites, bon, ça y est, là, je reconnais, il y a un accent québécois. Je suis un Québécois debout devant vous sur une scène avec un micro. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas chanter. Alors, je vais plutôt vous parler du thème de vivre ensemble et je veux ce soir pas vous assommer avec un grand nombre de faits et de données, parce qu'en science et en comportement en particulier, les faits et les données sont extrêmement caducs. Ils passent. Ce que je veux vous proposer ce soir, c'est une vision, c'est une façon de voir, c'est une façon d'appréhender le comportement des animaux. Cette façon, c'est une approche, c'est l'approche évolutive qui se caractérise par l'écologie comportementale. C'est le titre de cet ouvrage et c'est le thème de ma conférence. Je vais vous parler des sociétés animales simples et je veux qu'à la fin, vous ayez un aperçu et peut-être même une habileté maintenant à repenser au comportement animal d'une nouvelle façon. Évidemment, comme le titre de ma conférence l'indique, ma conférence aura 3 parties. Je vais vous parler de coopérer, ma vision de la coopération, qui peut être un peu pessimiste des fois. Je vais aussi vous parler de la communication, ma version de la communication, qui est un peu différente de la version traditionnelle. Et enfin, je vais vous parler de combat, puisque nous sommes ici en France. D'abord, commençons par la coopération. La semaine passée, on vous a sûrement beaucoup parlé de coopération. Serge Aron vous a sans doute parlé abondamment des insectes sociaux, des sociétés de primates et de l'évolution de comportements altruistes et de coopération entre ces individus. Ces sociétés se caractérisent par de l'altruisme, probablement assez près de notre notion même de tous les jours de l'altruisme, et de sélection de parentèle. Mais il y a autre chose, il y a d'autres genres d'animaux. Et en fait, la plupart des animaux qui nous entourent ne sont pas si organisés. Ils forment ce que j'appelle des bandes anonymes. Et on a des exemples ici. Et mon exemple de prédilection, évidemment, c'est le pigeon urbain. C'est l'animal qui m'a amené à m'intéresser aux pigeons. Quand enfant, on a dû se débarrasser des pigeons chez nous. Le voisin s'est en plaint. Et n'ayant pas d'auto, on avait fait venir mon oncle de très loin en auto, qui a pris les oiseaux et les a ramenés chez lui, une trentaine de kilomètres de chez nous. Et les pigeons étaient revenus avant mon oncle. Et ça m'avait beaucoup impressionné, et de là mon intérêt pour les pigeons. Mais enfin, il y a aussi des flamants roses, il y a des troupeaux, et il y a aussi des bancs de poissons. Ces animaux forment des sociétés, finalement, mais des sociétés qui sont temporaires, quelquefois beaucoup plus simples, dont la composition est fluide, changeante, et ils se caractérisent aussi par des structures simples, des hiérarchies de dominance peut-être, et ils sont de taille variable. Ces animaux sont ensemble sans doute pour une raison, et comment pouvons-nous expliquer leur existence? Pourquoi les pigeons sont ensemble? Pourquoi les bancs de poissons nagent ensemble, outre le plaisir de pouvoir se regarder? Alors, on explique ces sociétés simples par le fait qu'ils peuvent obtenir des bénéfices mutuels à la vie en groupe. Et il existe des ouvrages, dont celui-ci en anglais, fort bien vendu d'ailleurs, avec un titre évocateur, Coopération chez les animaux, de Lee Allen Dugatkin. Et dans ce livre, on explique toutes les formes de coopération et on dit que les animaux du genre dont je vous ai parlé sont ensemble parce qu'ils peuvent bénéficier de bénéfices mutuels à être ensemble. Évidemment, c'est très simple à expliquer d'un point de vue évolutif. On dit, si les 2 animaux choisissent d'être seuls, ils obtiennent un bénéfice 2. 2 est un beau chiffre. Je l'utilise souvent. Et lorsqu'ils sont en groupe, ils ont un bénéfice de 10, qui est un chiffre plus gros. Et évidemment, puisque les 2 ont un bénéfice à être ensemble, ce n'est pas très difficile d'expliquer pourquoi ils sont ensemble. L'alternative
est moins payante, donc on les retrouve ensemble. Et le truc consiste à essayer de trouver maintenant l'explication du bénéfice. Pourquoi ces animaux sont ensemble? Alors, on a plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi, comment ces animaux peuvent dégager des bénéfices mutuels à la vie en groupe. Et ils se retrouvent en deux catégories. La première, la catégorie d'antiprédation. On a tous peur, enfants, qu'il y ait un monstre sous notre lit. Et donc, ça nous inspire à penser que les animaux eux-mêmes ont des craintes similaires. Et donc, en étant ensemble, ils peuvent détecter leurs prédateurs beaucoup plus rapidement. Évidemment, ils ont plusieurs yeux pour les voir, donc le détecteur qui tente de s'approcher va être vu. Et donc, ça donne à ceux qui sont en groupe un avantage sur ceux qui sont seuls et qui se font surprendre. En plus d'une détection plus rapide, il y a une détection plus certaine, c'est-à-dire puisque plusieurs yeux qui regardent en même temps, on est plus certain de détecter l'avance d'un prédateur, non seulement lorsqu'il est déjà encore plus loin, mais avec plus de certitude. On peut former ce qu'on appelle un troupeau égoïste, c'est-à-dire que si vous êtes seul avec une autre personne, vous êtes un pigeon avec un autre pigeon, et se présente un prédateur, vous pouvez toujours vous cacher derrière l'autre pigeon et espérer que le prédateur va prendre votre compagnon. C'est pour ça que ça s'appelle un troupeau égoïste. Donc, tout le monde cherche à se retrouver au centre, de sorte qu'on peut placer un autre proie potentielle entre le prédateur et soi. Et il y a une dilution des risques. Si, toute chose étant égale, un prédateur vous découvre en compagnie d'un compagnon, vous avez 50 des chances d'être la victime. Si vous êtes 3 compagnons, bien, vous avez un tiers des chances. Et si vous êtes 4, etc., etc. Donc, plus vous êtes de personnes ou d'individus ensemble, plus votre risque personnel est dilué, naturellement, en supposant que le fait d'être avec d'autres, ça n'attire pas plus de prédateurs ou ça ne donne pas plus faim aux prédateurs. Bon, ça, c'est une complication qu'on va oublier. Et une défense commune, on peut se mettre en groupe pour attaquer le prédateur, ce qu'on voit des fois des petits oiseaux faire, essayer de chasser des oiseaux de proie ou même attaquer mon chat dans le jardin. L'autre série d'avantages est assez parallèle à celui-là, mais concerne l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il y a certainement des avantages à être en groupe pour trouver de la nourriture. Et ces avantages, par exemple, sont on peut découvrir la nourriture plus rapidement, puisque nous sommes plusieurs à la rechercher, et cela suppose évidemment qu'une fois que la nourriture est trouvée, on puisse la partager. Donc, supposons qu'on trouve de la nourriture qui est partageable, évidemment, on peut la trouver plus rapidement si on est plus nombreux à la chercher. La découverte est plus certaine. Si on est 2 à chercher de la nourriture et la nourriture est rare, on a plus de chances de trouver la nourriture, donc moins de chances d'être affamé dans la période qui nous intéresse. Capture de proies dangereuses. Évidemment, en groupe, vous savez, la fameuse image de la bande d'humains chassant le mammouth. Un humain seul a peu de chances de capturer un mammouth. En fait, je pense que les chances sont assez faibles. Mais une bande d'humains qui, ensemble, tiennent les défenses du mammouth ou lancent des objets pointus vers le mammouth peuvent, en fait, le capturer. Alors, en groupe, on peut capturer des proies plus grosses, plus dangereuses, qui ne nous seraient pas accessibles si on était seul. Et on peut aussi, pas capturer, oui, c'est ça, capturer des proies. Donc, je vais commencer avec, en tout début, cette image de capture de proies dangereuses. Et je vais, pour vous illustrer cet avantage indéniable de la vie en groupe, vous parler des groupes de lionnes. On dit des lions, mais en fait, ce qui est intéressant avec les lions, c'est les lionnes. Donc, je vais vous parler de lionnes. Les sociétés de lionnes sont des sociétés extraordinaires, et vous allez d'ailleurs en entendre parler plus amplement dans une conférence à venir de Franck Cézilly, mais la société de lionnes se compose d'un groupe de femelles, individus apparentés, des sœurs, des grands-mères, des tantes et des filles, et des mâles qui ne sont pas apparentés aux femelles. Et en toute la société, si on se promène en Afrique, dans les endroits où il y a des lions, on peut repérer ces troupes de lionnes, ces clans, et il y aura des clans qui ont plusieurs lionnes, des clans qui en ont moins, et donc ces tailles de groupe sont variables. Ces sociétés sont très structurées, très complexes, et ce n'est pas de la taille de ces sociétés-là que je veux vous parler. Je veux vous parler plutôt des
des groupes qui se forment à l'intérieur de ces clans. À chaque fois que les lionnes décident de chasser, elles forment de petits groupes de membres du clan. Jamais le clan, on va le retrouver tout le monde ensemble, toutes les lionnes au même endroit. Donc, 4-5 lionnes vont décider de chasser une gazelle ou de chasser un gnou ou de terrasser un zèbre. C'est des groupes de chasse dont je veux vous parler. Alors, les groupes de chasse, voici des exemples. Et c'est moi qu'elles regardaient, évidemment. Et une fois qu'elles ont décidé de chasser, les lionnes capturent des proies qui peuvent être assez grandes, comme des zèbres, par exemple. Je pense qu'une lionne seule aura du mal à terrasser un zèbre. Elle pourra plus facilement se faire décrocher la mâchoire du bas. Mais en groupe, elles sont capables d'attraper un zèbre. Donc, on peut se poser la question, alors, si ces petits groupes de chasseuses, de lionnes, se forment pour attaquer les proies, est-ce que la fonction de ces petits groupes, c'est justement de se procurer des bénéfices mutuels, d'attaquer de manière plus efficace des grandes proies? Et si nous avons raison, comment faisons-nous d'un point de vue scientifique pour mettre à l'épreuve cette hypothèse, pour la tester? Alors, je vais vous présenter l'hypothèse de base que les lionnes sont plus efficaces à capturer leur proie lorsqu'elles sont en groupe. Et si c'est le cas, nous devrions observer des tailles de groupe qui maximisent l'efficacité des lionnes. Alors, du moins, c'est ce qu'on a cru pendant très longtemps. Donc, je vous explique ici, avec un graphique, la logique. On a sur l'axe des X ici la taille du groupe qui va de 1 à 9, et la logique veut que, si mon hypothèse est vraie, plus il y a de lionnes qui attaquent simultanément une proie, un zèbre, plus ils ont de probabilité de succès. Mais cette probabilité de succès ne va pas augmenter à l'infini, puisque, ça pourrait être ma mère, puisqu'à un moment donné, lorsque on est à 100% d'efficacité, on ne peut pas être plus efficace. C'est le maximum de l'efficacité possible. Donc, si on ajoute des lionnes au-delà de 100% d'efficacité, on ajoute des lionnes, mais on n'augmente pas notre efficacité de capture. Par contre, les coûts, eux, augmentent indéfiniment. Plus on ajoute des lionnes, plus il faut partager la proie à plusieurs bouches. Donc, s'il y a 2 lionnes, on a capturé une proie, on la sépare en 2. Il y a 3 lionnes, on la sépare en 3. Donc, les bénéfices augmentent jusqu'à un maximum, mais les coûts, eux, augmentent indéfiniment. Et il existe une taille de groupe, ici 3, où on a un maximum de bénéfices pour un minimum de coûts. Et si on traçait les avantages nets, on pourrait trouver une forme un peu comme une fonction qui a une forme à peu près comme celle-ci. C'est le mieux que je peux faire avec une souris et PowerPoint. Mais l'important, c'est de voir que la fonction a un sommet, à peu près à 3. Et on fait référence à ce point comme étant le groupe de taille optimale. Alors, pendant des années, les biologistes, les écologistes du comportement, mes ancêtres, qui regardaient les lionnes et formulaient des hypothèses sur l'avantage d'être en groupe, émettaient l'hypothèse que les lionnes chassent en groupe pour pouvoir maximiser l'efficacité de la chasse, et si c'était vrai, on devrait les retrouver dans des groupes de taille 3. Et ils allaient sur le terrain et observaient, récoltaient les données nécessaires pour faire ces courbes, regardaient la taille du groupe qui était optimale, observaient la taille de groupe des lionnes, et voici ce qui se passait. Alors, ça, ce sont des données qui ont été tirées d'un ouvrage de Georges Schaller, et les courbes ont été générées par un article d'un collègue à moi, M. Caraco, et son directeur, M. Wolfe, et je les ai repris dans un autre ouvrage, comme quoi c'est très difficile d'aller étudier les lionnes, mais dès que quelqu'un l'a fait, on reprend les données à plusieurs reprises. Mais en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est les kilogrammes de viande par individu par jour pour 3 types de proies, des gazelles, des gnous et des zèbres. Et on a la taille des groupes de lionnes qui chassent. Et vous pouvez voir ici, en noir,
qu'on a des courbes avec un maximum. Et les deux courbes ici pour les gnous et pour les zèbres, c'est tout simplement parce qu'il y a deux saisons de chasse, une plus productive que l'autre, et c'est pour les deux saisons séparément. Et vous pouvez voir, chiffre magique, je pense qu'il y a un signe là-dedans, l'optimum dans tous les cas est 2. La taille optimale où on maximise les bénéfices est 2, mais si on regarde les tailles observées, elles sont plus grandes que 2. Elles sont 2 pour les gazelles, 3 et 5 pour les gnous, 3 et 4 pour le zèbre. Alors, déçus que leur hypothèse n'ait pas tenu la route, ils ont conclu, en bons scientifiques qu'ils étaient, que l'hypothèse était fausse, que les lionnes ne chassaient donc pas dans des groupes qui maximisaient les kilogrammes de viande par individu par jour. Arrive moi, et la vision que je veux vous donner ce soir, et je dis que cette prédiction de taille optimale est erronée. Il y a une erreur, il y a un vice de raisonnement dans cette prédiction. Pourquoi? Parce que la taille du groupe, ce n'est pas une caractéristique individuelle. Un individu n'est pas un groupe. Donc, le groupe, c'est la somme de décisions individuelles. Et la sélection naturelle, elle, agit sur les individus. Elle n'agit pas sur le groupe. Donc, de penser que les individus vont se retrouver dans des groupes de taille optimale, c'est penser que la sélection naturelle agit sur les groupes. Or, les groupes ne se reproduisent pas. Ce sont les individus qui se reproduisent et qui sont soumis à la sélection naturelle. Alors, si on s'est trompé, quelle est la taille de groupe que nous devrions observer dans la logique de la sélection naturelle? La taille de groupe qui maximiserait l'efficacité de la chasse, évidemment. Alors, revoici une courbe de bénéfices et j'ai sur l'axe des Y l'aptitude biologique de l'animal, parce qu'on parle de sélection naturelle, et j'ai la première lionne qui arrive dans le Serengeti, sur la plaine, et elle est seule. Et lorsqu'elle chasse seule, elle est peu efficace et elle a cette aptitude-ci. Arrive une deuxième lionne, et la lionne a le choix. Elle a le choix de rester seule ou de se joindre à la première lionne et de former un groupe de 2. Et comme vous voyez, le groupe de 2 a une aptitude plus élevée. L'individu à l'intérieur du groupe de 2 a une aptitude plus élevée que si elle reste seule. Si la sélection naturelle a effectivement agi sur ces mécanismes de décision, elle devrait décider de se joindre à la lionne qui est seule et de former un groupe de 2. Et les 2 lionnes bénéficient ainsi de l'avantage de chasser en groupe. La troisième lionne, encore mieux, elle se joint aux 2 premières et maintenant on se retrouve avec un groupe optimum, de taille optimale. Vous voyez bien ce qui va se passer maintenant. Arrive la 4e lionne. Qu'est-ce qui va se passer avec la 4e lionne? Elle a le choix de rester seule ou de se joindre au groupe de 3 et de faire un groupe de 4. Quel est l'avantage pour cette lionne de rester seule? Aucun. Elle ne peut payer que des coûts. Elle va être favorisée et la sélection naturelle l'aura favorisée dans la mesure où elle a choisi de se joindre au groupe de 3, même si maintenant, les individus qui sont déjà dans le groupe souffrent un coup, cette lionne va persévérer à vouloir se joindre. Et le problème qui se pose, vous vous dites, mais oui, mais ils ont qu'à l'empêcher de se joindre. Bien, je vous mets au défi d'empêcher une lionne de vouloir se joindre à votre groupe. Elle a de grandes dents, des grosses griffes, et les 3 lionnes vont se dire, bien, tu t'en occupes, toi. Moi, je suis occupé, je vais chasser. Alors, le coût, c'est un problème, qui va assumer le coût? Et le raisonnement tient tant et aussi longtemps qu'une lionne seule aura avantage à se joindre à un groupe. Et le groupe attendu, c'est le groupe qu'on appelle le groupe à taille d'équilibre. C'est un groupe dans lequel les lionnes qui sont seules ne voudront plus se joindre. Et les lionnes qui sont dans le groupe n'ont aucun avantage à quitter et de se retrouver seules, évidemment. Maintenant, regardons à nouveau le même exemple et calculons la taille de groupe d'équilibre. Vous pouvez voir que, bon, ça ne tombe pas pile poil à chaque fois, mais c'est pas mal proche. Plus proche que la taille optimale. C'est légèrement plus que 2, c'est légèrement plus que 3, c'est 5, c'est 3 et c'est 4.
Dans la plupart des cas, la taille de groupe d'équilibre est la taille observée. J'en conclus donc, contrairement à mes prédécesseurs, que les lionnes ont effectivement été sélectionnés par la sélection naturelle, évidemment, pour maximiser la quantité de viande qu'ils ingurgitent par individu par jour. Mais lorsqu'on utilise la logique de la sélection naturelle dans un contexte social, on arrive à une situation qui est souvent paradoxale. En se regroupant dans le but de maximiser l'efficacité de la chasse, les lionnes n'arrivent pas à faire mieux que si elles chassaient seules. C'est paradoxal, mais c'est ça la vision de l'évolution dans un contexte social. On a l'habitude de croire que la sélection naturelle nous mène toujours au meilleur des mondes. Quelquefois, ça peut être vrai quand tout va bien, mais la plupart du temps, et surtout dans des conditions sociales, c'est rarement le cas. Et je vais essayer de vous donner d'autres exemples de ça. Donc, cette vision qu'on avait au début, que les animaux sont en groupe parce qu'ils retirent un bénéfice mutuel, eh bien, oui, peut-être que le groupe, à l'origine, est venu à exister à cause de cela, mais dans les faits, aujourd'hui, il n'y en a plus d'avantage à être en groupe. Bon, évidemment, on peut rajouter des complications à notre modèle pour qu'à terme, on puisse trouver des avantages. Si les individus à l'intérieur du groupe réussissent à exercer un certain contrôle sur les entrées, possiblement qu'on aura des avantages à être en groupe. Mais il existe des tas d'exemples de groupes où un tel contrôle est impossible. J'ai vu une fois des centaines et des centaines d'étourneaux à Toulouse atterrir et nicher dans les arbres devant la gare SNCF de Toulouse. C'était un spectacle merveilleux au coucher du soleil, mais c'était impossible pour les étourneaux d'empêcher les autres étourneaux de venir se poser dans le même arbre qu'eux. Il y en a des centaines et des centaines c'est donc impossible. Donc, il existe des situations comme ça où possiblement, peut-être même des colonies de reproduction de goélands, de mouettes, où le contrôle est impossible. Et dans ces cas-là, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas vraiment d'avantage tangible à ce que les individus soient en groupe, bien qu'on puisse penser qu'à l'origine, il y en avait. Ce genre de paradoxe est très souvent associé à la vie en groupe, parce que la valeur d'une décision qui est prise dans un contexte social dépend des décisions des autres. Par exemple, le bénéfice, dans ce cas-ci, de se retrouver dans un groupe de chasse dépend de la décision des autres lionnes. Nous sommes dépendants, dans un contexte social, de la décision des autres individus. Et le bénéfice ou le coût qui caractérise notre décision ne dépend pas seulement de nous. Elle dépend de l'action des autres. Ça, techniquement, et je vous apprends un mot peut-être, ça s'appelle de la fréquence dépendance. J'aime beaucoup à la table faire usage de ce mot-là. Mes parents ont l'impression qu'ils ont bien investi lorsqu'ils m'ont envoyé à l'université. Je peux vous donner d'autres exemples de fréquence dépendance que vous pouvez aussi peut-être utiliser à la table. Alors, si on se promène de l'Angleterre à la France, on se rendra compte qu'ils ont des habitudes contraires de conduite automobile. En particulier, le côté de la route utilisé. Il y a peut-être d'autres différences, mais on ne s'attendra pas à celle-là. Mais on peut se poser la question, alors, laissons les gens libres de choisir le côté de la route sur lequel ils veulent conduire. Et on se poserait la question à ce moment-là, quel côté devrais-je utiliser aujourd'hui? Le côté droit ou le côté gauche? Bien, ça dépend. Ça dépend des décisions qui seront prises par les autres. Vous voulez choisir le côté de la majorité, en fait. Hein? C'est ce côté-là qui va minimiser vos chances d'avoir un face-à-face malencontreux avec quelqu'un d'autre. Et en fait, la solution stable à ce jeu-là, c'est que 100% des gens conduisent du même côté. Et toute déviation ne peut être qu'un désastre. Hein? Et la pire situation, c'est 50-50. Donc ça, on voit que c'est de la fréquence dépendance. Vous pouvez vivre ça aussi au supermarché lorsque vous avez à décider quelle caisse vous allez choisir. Celle-là semble aller plus rapidement et tout le monde l'a remarqué. Mais, donc, il y a plus de gens qui y vont. Mais là, peut-être vous êtes mieux d'aller à celle-ci qui a l'air d'être débutant, mais il y a juste une personne. Donc, votre choix de quelle caisse vous allez choisir pour payer va dépendre du choix des autres. C'est de la fréquence dépendance. Vous pouvez imaginer ça aussi sur l'autoroute. À toutes les fois que la voie de gauche
va lentement. Tout le monde veut aller dans la voie de droite. Restez à gauche. Pour être plus biologique maintenant, on peut se poser la question, quelle est la sexe ratio optimale pour ces jeunes? Vous savez tous sans doute qu'il y a un énorme gaspillage d'individus dans la fabrication des mâles. En fait, si vous étiez une population qui cherchait à maximiser son taux de reproduction, vous feriez un maximum de femelles et suffisamment de mâles pour fertiliser les femelles. Et vous savez qu'un mâle peut fertiliser plusieurs femelles. Et les femelles, elles, sont limitées par le rythme auquel elles peuvent produire des jeunes. Donc, idéalement, vous auriez juste assez de mâles pour fertiliser toutes les femelles. Mais vos voisins, sachant ça, produiraient des mâles. Parce que là, si le mâle que votre voisin produit réussit à déplacer le mâle que vous avez produit, il va avoir un très grand succès reproducteur. Et en fait, si vous jouez ce jeu-là, la seule fréquence stable, c'est d'investir également dans les mâles et les femelles, ce qui entraîne un énorme gaspillage de mâles dans plusieurs situations, dont vous aurez sans doute l'occasion d'entendre les détails dans une conférence à venir de Franck Sézilly. Un exemple de fréquence dépendance aussi, c'est vous avez une situation où vous devez choisir si vous allez jouer une stratégie qui est plutôt coopération ou une stratégie qui est plutôt de faire défection. Et sans doute, M. Aron vous en a parlé la semaine passée. Mais votre décision va dépendre de ce que vous pensez que votre partenaire va jouer. Si vous pensez que votre partenaire va jouer la défection, va faire défection, alors vous allez aussi faire défection. Donc, ce sont des exemples de fréquence dépendance. Alors, dans ces situations de fréquence dépendance, comment on fait pour établir la meilleure stratégie possible, la meilleure action? Il existe une technique mathématique fort complexe dont je vais vous présenter tous les détails, qui s'appelle la théorie des jeux. Et c'est drôle que ça s'appelle la théorie des jeux parce que ce n'est pas très amusant. Mais peut-être, justement, parce que ce ne l'était pas, on a appelé ça la théorie des jeux. Comme ça, les gens s'intéressent, achètent le bouquin. C'est un petit accrocheur. Si jamais ça vous arrive, vous voyez un bouquin théorie des jeux, feuilletez-le avant. OK, je vous avertis. Mais je vais vous en présenter les lignes essentielles de manière intuitive. Rassurez-vous, il n'y aura pas de champ ni d'équation. Alors, d'où nous vient la théorie des jeux? De personnes très souriantes. Ici, c'est John von Neumann, qui est un fils de banquier hongrois qui s'est installé aux États-Unis et qui a été mathématicien à l'Université de Princeton, et son collègue Oscar Morgenstern, qui était aussi à Princeton. Et ces deux personnes-là ont en fait établi les bases de cette analyse de théorie des jeux. Mais les solutions qu'ils proposaient, c'était des solutions idéales, plutôt de coopération, qui s'avéraient souvent fausses, jusqu'à ce qu'un brillant personnage du nom de John Forbes Nash. M. Nash a proposé, dans un très bref article qui est devenu sa thèse de doctorat et qui lui a donné un prix Nobel d'économie, une solution beaucoup plus ennuyeuse au jeu, parce que cette solution, qu'on appelle maintenant l'équilibre de Nash, ce n'est pas la meilleure des mondes possibles. L'équilibre de Nash, par exemple, la taille des groupes stables est un équilibre de Nash. Et vous savez, peut-être, vous l'avez vu, c'était le thème de ce film américain appelé A Beautiful Mind, mais je pense Un homme d'exception en français. Un film qui a tout changé, en fait. C'est vrai qu'il y avait plusieurs faits réels dans ce film-là. Dans la biographie de John Nash, il n'avait pas peur des Russes. Il croyait aux Martiens. Et les messages qu'il cherchait à décoder, c'était des messages d'extraterrestres, pas d'un complot martien, mais en tout cas. Et je voulais juste que vous sachiez que... Et vous savez qu'il a déjà renié sa citoyenneté américaine pour prendre la citoyenneté française. Donc, juste un autre détail qui n'est pas dans le film. Alors, John Nash, mais il était complètement aussi schizophrène, puis on l'a interné, puis il a pris des grosses pilules. Mais il est redevenu, il a eu un cas de rémission, c'est assez rare dans des cas de schizophrénie, et une fois remis, une fois que l'Académie Nobel a été certaine qu'il n'allait pas parler de martiens pendant son discours de remerciement, ils lui ont attribué un prix. Alors, pour qu'on puisse appliquer
pour qu'on puisse appliquer cette théorie des jeux au problème de la biologie, il a fallu qu'un homme génial du nom de John Maynard Smith, qui est maintenant, si le paradis existe, sans doute au paradis des biologistes, et c'est pour ça qu'il est ici dans les fleurs. Et John Maynard Smith a proposé que la théorie des jeux, on puisse l'appliquer à l'évolution, mais les solutions aux jeux en termes d'évolution, on va les appeler des stratégies qui sont évolutivement stables. En anglais, Evolutionarily Stable Strategy, ESS. Donc, il a dit que la solution attendue est la solution qui est évolutivement stable, je viens de vous le dire et je vous le redis. Et une solution est évolutivement stable dans la mesure où, une fois qu'elle est établie dans la population, aucune autre alternative que nous pouvons imaginer ne peut envahir, ne peut faire mieux dans cette population-là. Et lorsque c'est ça le cas, eh bien, la sélection naturelle se cristallise, elle est prisonnière d'un état, elle ne peut pas s'en sortir. Et il faut voir la sélection naturelle comme un processus aveugle qui, une fois, de temps en temps, se prend dans une situation d'équilibre stable, comme ça, et elle ne peut pas bouger. Et ce n'est pas toujours dans la meilleure des mondes. Alors, pour vous expliquer cette situation, je vais avant tout prendre un verre d'eau et vous parler d'un autre exemple de bénéfice qu'on dit mutuel à la vie en groupe, dont je vous ai parlé plus tôt, qui est le bénéfice de, puisqu'on est en groupe, on peut découvrir les ressources plus rapidement. Alors, on a fait les proies dangereuses. Maintenant, voyons l'argument. Peut-être je vais chanter finalement. Alors, comment pouvons-nous obtenir ce bénéfice de découvrir, d'avoir l'avantage en groupe de découvrir les proies plus rapidement? Bien, il faut supposer que tous les individus dans le groupe cherchent la nourriture ou cherchent les ressources et que tous les individus ont la possibilité de chaparder ou de prendre une part des découvertes des autres individus du groupe. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai faite. Je travaille sur le terrain, un terrain sauvage à Montréal, devant une station de métro. Et j'ai réparti pour mes amis les pigeons des petits contenants et ils doivent chercher la nourriture. Ce n'est pas très long, ça dure 7 secondes, mais c'est juste pour vous illustrer que, effectivement, lorsqu'on regarde ça, ce qu'on voit, c'est effectivement, on voit là le pigeon qui vient de trouver. Vous voyez, il y a ce que j'appelle de la confluence. Il y a des individus qui se précipitent vers le site d'une découverte. Vous avez sûrement vu des comportements comme ça lorsque vous lancez des miettes de pain ou des graines aux pigeons ou aux moineaux. Et c'est très répandu, ce comportement, en fait. Chaparder est un comportement très répandu. Alors, voici quelques exemples. Par exemple, cette belle toile d'araignée que je ne souhaite pas trouver dans mon jardin. Heureusement, c'est une énorme toile, mais ce sont de toutes petites araignées sociales. Et lorsque une proie se loge à un endroit de cette toile d'araignée, eh bien, plusieurs araignées convergent vers l'endroit pour attaquer la proie simultanément. Chaparder. Ça, c'est un insecte dont le nom latin est Velia caprae, et j'en ai aucune idée de son nom commun, mais c'est un insecte qui vit à la surface de l'eau, un peu comme les patineuses, et les géridés, qui obtiennent leur nourriture sur la surface de l'eau. Et lorsqu'un géridé attrape un gros morceau de nourriture, une grosse proie, il y en a d'autres qui viennent et essayer de s'en accaparer. Les moineaux sont une espèce extraordinaire et c'est chez les moineaux qu'on a en premier commencé à étudier de manière plus quantitative ce comportement de chaparder. Les lionnes, évidemment, comme je vous l'ai montré. Et ça, c'est un dessin d'Audubon, une peinture d'Audubon. C'est une buse à queue rousse qui fait de la convergence ou de la confluence violente à l'endroit de celle-ci, qui a capturé un lièvre. Et le jonqueau ardoisé d'Amérique du Nord, qui aussi qui chaparde. Mais est-ce que vraiment tous les individus cherchent la nourriture également? Et est-ce que tous les individus chapardent? Le bénéfice existe, ce bénéfice de trouver la nourriture plus rapidement, si tout le monde qui cherche la nourriture. Et lorsqu'un individu découvre, tout le monde vient prendre une part de cette nourriture. Alors, voici un petit oiseau que j'ai dans mon laboratoire. Ça, c'est sa taille normale. Et il s'appelle le capucin damier.
un poids d'à peu près 10 grammes. Il vient du sud-est asiatique et je vous assure que j'ai maintenant beaucoup de difficultés de m'approvisionner en capucin damier. Il vient de Vietnam, Malaisie, Inde. Et ça, ce sont des petites marques qu'on met sur la tête pour les reconnaître dans des situations comme ça. Et vous voyez qu'ils partagent assez bien la nourriture. Donc la question, vous allez suivre ici, j'ai une planche avec 198 trous. Et dans certains trous, j'ai caché de la nourriture. Et vous avez l'occasion de voir le groupe. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous voyez, c'est un groupe où tout le monde cherche la nourriture et lorsqu'un individu découvre, tout le monde se joint à cet individu-là? Alors là, ça se promène. Bon, bien lui, c'est pas joint là. Lui, il cherche, eux, ils mangent. Hop, il l'a trouvé. Les autres viennent, mais ils ne viennent pas tous. Lui, il cherche ici. Lui, il cherche. Lui, il trouve. Les autres se joignent. Lui, il l'a trouvé aussi. Bon, découverte simultanée. Lui, c'est pas joint là. Lui, il cherchait. Les autres se sont joints. Ils cherchent. Ils cherchent toujours. Ils cherchent toujours. Ils jouent une stratégie qui n'est pas la stratégie de chercher et quand quelqu'un trouve, je me joins. Eh bien, là, j'ai suivi lui, mais on pouvait en suivre d'autres. Il n'y a pas une situation où tout le monde se joint. C'est une situation où il semble y avoir des individus qui cherchent, des individus qui se joignent, mais c'est jamais tous des chercheurs et tous des individus qui chapardent. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà. Alors, la dure réalité, c'est que les individus ne cherchent pas tous et ils ne chapardent pas tous. En fait, les individus semblent décider, pendant l'essai que je vous ai montré, d'un moment à l'autre, semblent décider de chercher la nourriture ou de chaparder de la nourriture. S'ils doivent décider, alors, d'après vous, ils doivent décider s'ils vont jouer chapardeur, beaucoup ou peu. Quelle est la meilleure fréquence de chapardeur? Bien, c'est un cas de fréquence-dépendance. Ça dépend. Si tout le monde est en train de chercher, alors ça vaut la peine d'être chapardeur. Mais si tout le monde est en train d'attendre, vous allez attendre longtemps. Donc, le résultat de votre décision va dépendre forcément de ce que les autres sont en train de faire. Un cas de fréquence-dépendance. Je l'ai dit. Alors, on va procéder à une analyse formelle du jeu producteur-chapardeur et encore sans équation. Alors, croyez-moi, vous allez comprendre de manière très intuitive le jeu. Alors, on va définir une stratégie qu'on va appeler producteur. Cette stratégie cherche la nourriture, ne chaparde jamais la nourriture découverte par les autres, et le chapardeur ne cherche jamais sa nourriture et n'utilise que la nourriture découverte par les autres. Le jeu, ici, sur l'axe des Y, j'ai le taux d'ingestion, donc le bénéfice. On dit que les individus cherchent à maximiser le taux auquel ils découvrent la nourriture. Et ici, augmentant de gauche à droite, c'est la fréquence de chapardeurs dans le groupe. Lorsque les chapardeurs sont très rares, les producteurs, et ça, c'est les bénéfices encourus par les producteurs font assez bien parce qu'ils ne perdent pas de nourriture. Mais plus il y a de chapardeurs, plus ils perdent de la nourriture aux individus dans le groupe qui chapardent. Mais le premier chapardeur, lui, le premier, celui qui a l'idée, le découvreur, le génie, qui dit « moi, je ne cherche pas, je vais utiliser la nourriture découverte par les autres », il fait très, très bien parce qu'il a un grand nombre de cibles qu'il peut exploiter. Chacun des producteurs est limité par la vitesse maximale à laquelle il ou elle peut chercher la nourriture. Mais le chapardeur n'a pas cette limite. Il peut profiter d'un pool énorme d'individus qu'il découvre et les exploiter en séquence. Donc, le chapardeur peut faire très bien lorsqu'il est rare. Évidemment, puisqu'il fait bien, il va entraîner une augmentation dans le nombre d'individus qui jouent la stratégie. Et à l'inverse, s'ils sont trop nombreux, bien, ils vont faire moins bien que les producteurs parce qu'ils dépendent du découvreur de la source de nourriture pour trouver la nourriture. Et il y en a de moins en moins puisqu'ils sont tous des individus qui attendent. Et forcément, ils doivent séparer un plus petit un gros lot avec de plus en plus d'individus. Et il existe une fréquence où
qui croisent, les deux courbes se croisent, cette fréquence-ci, ça veut dire que le chapardeur a le même bénéfice que le producteur. Avant ça, les chapardeurs font mieux. Au-delà de ça, les producteurs font mieux. Vous avez ici un équilibre que j'appelle une fréquence d'équilibre stable. Et si vous imaginez un système un événement qui viendrait perturber ce système et qui forcerait, pour une raison X, le système à se retrouver avec plus de producteurs, plus de chapardeurs que le point d'équilibre, alors les producteurs font mieux, les producteurs augmentent en nombre dans la population jusqu'à ce point-ci. Et si un système vient perturber, il y a un orage qui pour une raison par hasard, retire plusieurs chapardeurs. Donc, les chapardeurs deviennent rares. Les chapardeurs font beaucoup mieux et donc vont se mettre à croître dans la population jusqu'à ce point-ci. Vous voyez qu'à ce point-ci, la sélection naturelle est prisonnière de cet équilibre. Lorsqu'il n'y a pas plus de bénéfices à faire un ou l'autre, la sélection naturelle ne peut pas faire bouger le système. Le système est en panne. Si j'ai raison, si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Bien, je pourrais tester cette idée si je pouvais connaître les facteurs qui gouvernent la fréquence d'équilibre stable de producteurs et de chapardeurs. Qu'est-ce qui détermine ça? C'est la façon avec laquelle les animaux partagent la nourriture. Et puisque je suis un théoricien et puisque je traite de théorie des jeux, ma source de nourriture est parfaitement circulaire et verte. Et lorsqu'un individu découvre cette parcelle de nourriture, il en prend une part avant que les chapardeurs puissent arriver. Cette part, je l'appelle la part du découvreur, puisque c'est ce que c'est. Alors, la part du découvreur, c'est la part de la ressource qui est soustraite à la compétition. L'individu peut consommer cette part-là avant l'arrivée des chapardeurs et la taille de cette part va jouer un rôle important. Et je peux vous montrer des graphiques, mais intuitivement, vous pouvez voir que plus la part au découvreur sera importante, moins à l'équilibre je devrais observer de chapardeurs. Et plus la part au découvreur est petite, plus à l'équilibre je devrais observer de chapardeurs. J'espère qu'il n'a pas dit la même chose deux fois, mais... Alors ça, c'est simplement l'illustration de ce que je viens de vous dire avec des graphiques qui fait que maintenant, vous me croyez plus. Comment on fait pour jouer avec la part du découvreur? C'est très simple. Le nombre de graines qu'on met dans un de ces puits, que vous avez vu mes oiseaux exploiter, le nombre de graines qu'on met dans le puits, s'il est gros, la part du découvreur, c'est toujours à peu près 1 ou 2 graines, le temps mis avant que les chapardeurs arrivent. Donc, si on a un puits qui contient 20 graines, 1 ou 2 graines, c'est une plus petite part que si le puits contient 5 graines. 1 ou 2 graines sur 5, ça fait une plus grosse part. Si je peux jouer avec cette part au découvreur, je devrais pouvoir jouer avec, ça c'est l'image du puits, je devrais pouvoir jouer avec le nombre ou la fréquence de chapardeurs au sein d'un groupe. Alors j'ai fait cette expérience et je vous la présente parce que je l'ai fait avec une Française qui s'appelle Barbara Livoreille, qui était dans mon laboratoire. Et on a fait avec trois troupes de capucins damiers l'expérience où on a des petites ou des moyennes ou des grandes parts aux découvreurs. Et chaque groupe d'oiseaux a été soumis aux 3. Ils ont connu la petite, la moyenne et la grande, mais dans un ordre différent pour les 3 groupes. Et si on regarde la proportion de chapardeurs au sein du groupe, on peut voir que, comme prédit par le modèle ou le jeu producteur-chapardeur, il y en a plus pour les petites, moins pour les moyennes et encore moins pour les grandes. Ça, c'est la prédiction s'il y avait vraiment des avantages. S'il y avait des avantages à être en groupe, s'ils jouaient vraiment le jeu, tout le monde cherche et lorsqu'il y en a un qui trouve, on se joint, on observerait cette fréquence de confluence ou de chapardage. Et ce qu'on observe, c'est beaucoup moins et en plus, ça change. Alors, d'après vous, je vous ai fait toute cette analyse de théorie des jeux, je vous ai présenté un petit aperçu de mes résultats. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un avantage à être en groupe si cet avantage mutuel de trouver la nourriture plus rapidement? Bien, retournons à nos courbes et regardons. Lorsqu'il n'y a aucun chapardeur dans le groupe,
le groupe a ce bénéfice-là. Chaque individu à l'intérieur du groupe a le bénéfice de maximum. Dès qu'il y a un chapardeur qui apparaît et que la sélection naturelle s'emballe jusqu'à ce que le point d'équilibre soit atteint, on arrive ici. Ça, c'est le point d'équilibre. Alors, l'individu moyen dans ce groupe a un avantage plus faible que s'il n'était pas dans le groupe. S'il était seul et il n'y avait pas d'individu qui chapardait, il aurait cet avantage-là, mais puisqu'il est en groupe et que les individus chapardent, pourquoi? Parce que c'est inévitable par sélection naturelle, ils ont un bénéfice moindre. Il y a un coût à être en groupe. À l'équilibre, les membres du groupe font moins bien que les individus solitaires. Nouveau paradoxe, chercher sa nourriture en groupe peut accroître le taux d'ingestion, mais en poursuivant une politique de maximisation du taux, les individus s'engagent dans un jeu producteur-chapardeur et la conséquence inévitable est un équilibre où tous font moins bien qu'en étant seuls. Communiquer maintenant. Quelques définitions. Ça, c'est de la communication, telle qu'on l'étudie habituellement. C'est un animal, c'est un des serpents les plus dangereux au monde, serpent à corail, et qui annonce qu'il est dangereux par ses bandes, son coloris. Tout le monde devrait le reconnaître, mais j'étais avec un étudiant herpétologue qui tenait absolument en Floride à me montrer de ses mains le spécimen qu'il avait vu à ses pieds, et il s'est fait piquer. On a eu un après-midi assez intéressant à l'urgence de l'hôpital. Ça, c'est une autre forme de communication. Cette communication elle est différente parce qu'il y a transmission d'informations, mais même par inadvertance. Alors que dans le cas précédent, ce n'était pas par inadvertance. La sélection naturelle avait agi, ou on suppose, avait agi sur la coloration du serpent pour qu'il communique qu'il était dangereux. Mais il y a de la communication qui se fait par l'inadvertance, comme par exemple le bruit, sans doute, qui est fait par ces vautours autour d'une carcasse peut peut-être attirer un chacal. Ça, c'est de la communication, c'est un échange d'informations, mais par inadvertance. C'est de ça dont je vais vous parler. Il y a deux façons d'obtenir de l'information. On peut la collecter soi-même, comme cette oie qui cherche un rhizome seul, ou on peut utiliser les autres, comme ces étourneaux qui se regardent. Je vais vous parler des autres. L'échange d'informations entre les autres. Quelques exemples. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler des petites mésanges et d'autres oiseaux qui, en Angleterre, au Royaume-Uni, se sont mis à ouvrir les capsules des bouteilles de lait. Ça, c'est tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont mis à ouvrir les capsules de bouteilles de lait pour en retirer la crème. Et on suppose que de voir un autre animal faire ce comportement ou d'observer le résultat de ce comportement, c'est-à-dire une capsule déjà décapsulée, ça a permis aux individus d'apprendre et ça s'est répandu à travers le Royaume-Uni jusqu'à ce qu'on change la méthode d'encapsuler le lait. Aussi très connu, les chimpanzés qui apprennent à pêcher les termites en fabriquant un outil. Apparemment, ça serait appris de manière sociale en regardant, par inadvertance, en regardant les adultes prendre une branche, retirer les feuilles et utiliser cette branche en l'insérant dans la termitière. Les soldats s'agrippent après la branche, l'animal le retire et peut manger. Ici, c'est un autre exemple, c'est un macaque japonais, Imo, je ne me souviens pas dans quelle année, mais un jeune qui s'appelait Imo a eu l'idée de laver la patate sucrée qu'on lui lançait et est allé à la mer, l'a laver. On pense parce que ça enlève la terre et donc ça fait moins de crouche-crouche quand on la mange. Et aussi, ça donne un goût salé qu'ils apprécient. Et plus récemment, on a trouvé chez certaines populations de chimpanzés qu'on pouvait ouvrir des noix en utilisant des cailloux qu'on frappe sur la noix. Et donc, fabrication d'outils qui aussi seraient transmis par inadvertance, par communication, transmission d'informations par inadvertance. Et il y en a aussi chez les pigeons. Je voudrais, avant de poursuivre, vous donner une espèce de taxonomie de l'information sociale. Il y a l'information sociale par inadvertance, ma préférée, mais il y a aussi de l'information sociale par signaux. Et ça, c'est lorsque l'information qui est donnée a vraiment l'intention de vous informer ou d'influencer votre comportement à leur avantage. Et l'exemple parfait, c'est ce monsieur Marlboro qui a eu un impact fulgurant en Europe. Partout où j'allais, il y a une vingtaine d'années, tout le monde semblait fumer des Marlboro. Et bon, en fait, ça marchait.
Ce monsieur, il est mort du cancer du poumon. C'est vrai, je ne l'invente pas. Et puis, donc, dans l'information sociale par inadvertance, qui sera le sujet de cette partie, il y a des indices, c'est-à-dire les animaux atterrissent à un endroit, donc ça fournit l'indice que cet endroit contient de la nourriture. Et il y a de l'information publique, c'est-à-dire de l'information qu'on peut tirer des animaux qui indique la qualité de la parcelle de nourriture. Et juste un exemple que ça existe, voici une recherche qui a été faite par Jennifer Templeton et qui utilisait des étourneaux. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait l'étourneau dans un environnement où il y avait une parcelle. La parcelle avait des espèces de trous avec une couverture de caoutchouc. Et l'animal devait sonder ce trou pour savoir s'il contenait une récompense de nourriture, un verre à farine. Et il y en avait peu. Et donc, la plupart du temps, l'animal sondait et il n'y avait rien, mais il y en avait 3 qui en contenaient. Donc, il y avait un certain nombre de trous vides qui étaient tolérés. Et l'animal avait appris qu'il y avait toujours une parcelle entièrement vide et une parcelle qui contenait ces 3. Mais il ne savait jamais si c'était la parcelle de droite ou la parcelle de gauche. Donc, il commençait sur une parcelle de nourriture et à un moment donné, après avoir échantillonné un nombre suffisant de trous vides, l'animal décidait que ça devait être la parcelle vide, on va aller à l'autre. Maintenant, elle a dit, on va donner de l'information publique à cet animal. On va lui en donner de 2 sortes. Elle avait entraîné un autre étourneau à sonder très, très lentement. Elle avait appris à cet étourneau, en fait, qu'il y avait une toute petite marque sur les contenants qui avaient de la nourriture. Et seul cet étourneau le savait. Donc, l'étourneau se promenait et cherchait lentement à revoir cette petite marque. Et lorsqu'il le voyait, il sondait. Cet étourneau sondait 3 fois. Et ça pouvait être 3 sondages négatifs, mais il ne sondait que 3 fois. Il y avait un autre étourneau, on va appeler l'étourneau qui donne beaucoup d'informations, qui lui avait appris qu'il y avait un seul contenant avec beaucoup de nourriture, mais on ne savait pas où. Donc celui-là, il était furieux, il faisait tout, mais très rapidement, pour trouver lequel. Et lorsqu'elle faisait le test, évidemment, il n'y avait jamais de nourriture. Ils ne le savaient pas. Si on leur avait dit, ils auraient boudé. Dans ces cas-là, elle mettait l'animal soit seul, l'étourneau, soit avec un partenaire qui donnait peu d'informations, l'espèce de lent, et soit le partenaire qui donnait beaucoup d'informations, le frénétique. Et là, elle se disait, si l'étourneau utilise l'information publique, lorsque je le mets avec le frénétique, il devrait quitter la parcelle vide plus tôt que lorsque je le mets seul, et il devrait quitter la parcelle un peu plus tôt lorsqu'il est avec le partenaire qui est lent, mais moins tôt que lorsqu'il est avec le partenaire frénétique. Et en fait, c'est ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé que lorsque l'animal est seul, il va sonder 20 trous avant de quitter la parcelle. Si on lui fournit un peu d'informations avec le lent, il va quitter après 16 trous, 16 sondages. Et lorsqu'il est avec le frénétique, bien, il quitte après 12. Donc, l'animal semble utiliser l'information de l'autre. Une fois qu'on a montré ça, tout le monde est parti en disant, ça y est, on a la preuve que l'usage d'informations publiques procure un avantage aux individus qui en font usage. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Alors, l'hypothèse, c'est puisque l'individu utilise l'information publique, la sélection naturelle a dû favoriser son utilisation chez ses ancêtres, et on s'attend à ce que cet individu-là ait plus d'informations, une information plus rapidement et de meilleure qualité. On suppose, quand on fait cette prédiction-là, ou on formule cette hypothèse, que de voir un individu faire 24 sondages négatifs, vous voyez les pigeons, ils apparaissent toujours, c'est équivalent à 24 individus qui font un seul sondage. Ça devrait être la même chose. Et ça suppose, évidemment, que, évidemment, si c'est vrai, on peut obtenir l'information que la parcelle est vide 24 fois plus vite en groupe que si on est seul. Donc, de là l'avantage. Mais cet avantage dépend d'une compatibilité totale entre la collecte d'informations personnelles et la collecte d'informations publiques. Ça suppose que l'individu, que l'étourneau est capable à la fois de regarder au sol et à la fois de regarder si les autres ont du succès. Ce qui me semble un peu étonnant. Moi, je ne peux pas faire ça, mais c'est moi. Je n'ai pas un bec non plus. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent causer de l'incompatibilité? Par exemple, les joueurs peuvent décider de se spécialiser. Moi, je vais toujours chercher moi-même ou moi, je vais toujours regarder les autres.
Ou il peut y avoir une interférence sensorielle. Mes yeux sont peut-être, on n'est pas tous des caméléons, peut-être que c'est impossible pour l'animal de regarder au sol et à l'horizon. Ou peut-être même s'il peut faire ça, il va recevoir de l'information de deux sources différentes. Peut-être y a-t-il une limite cognitive à gérer de l'information qui vient de différentes sources en même temps. Regardons ce qui arrive en supposant le cas de figure le plus simple. Admettons que les individus se spécialisent. On a 24 pigeons ici, solitaires. Bien, pas solitaires, ils sont ensemble, mais ils n'utilisent pas l'information publique. Les 24 vont sonder 24 fois pour savoir si la place est bonne ou non. Arrive un mutant qui, lui, ne sonde jamais. Il ne fait que regarder les autres. Cet individu va donc avoir beaucoup d'informations très rapidement, comparé aux individus qui ne regardent pas les autres. Comme conséquence, il va se répandre. Et voici, il se répand. Il se répand. Il se répand. Et à mesure qu'il se répand, je pense que vous voyez qu'est-ce qui arrive. Les individus qui sondent commencent à disparaître. Ils sont remplacés par des individus qui ne sondent pas. Mais ils ont quand même un avantage. Ils sont quand même capables d'obtenir pas mal d'informations en regardant les autres, mais ils vont continuer à se répandre. Ils vont continuer à se répandre jusqu'à... Et ici, j'ai un graphique. C'est le temps requis pour savoir 24, pour savoir que la parcelle est vide. Et voici, évidemment, très peu de temps est requis quand il y a un individu qui regarde les 24 autres. Mais à mesure que les individus se font remplacer dans la population, on se retrouve avec une situation où il y a 23 individus qui regardent et un qui sonde. Et il n'y a plus d'avantage à faire usage d'informations publiques. Il n'y a plus d'avantage à faire usage d'informations publiques, mais ils en font usage. Paradoxe, rebis. L'information publique est avantageuse au premier utilisateur, mais une fois à l'équilibre, elle ne procure aucun avantage supplémentaire. On demeure prisonnier de son usage. Les individus qui font usage d'informations publiques feraient moins bien s'ils arrêtaient de l'utiliser. Mais ils n'ont pas un avantage à l'utiliser. Se battre, la faim. Alors, vous savez tous que les animaux se battent. On l'a tous vu, Walt Disney en a fait son pain et son beurre. On a même vu des crocodiles se battre avec des boas. La vision simpliste est souvent répandue de l'agression, c'est que c'est un comportement qui vise à infliger des blessures aux individus afin de gagner l'accès aux ressources. C'est une force néfaste qui entraîne un gaspillage d'individus. Par contre, lorsqu'on y regarde de plus près, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des combats ritualisés. Ça, c'est deux exemples très connus. On a ici deux cerfs et lafs du nord de l'Écosse qui sont en combat ritualisé et ils prennent leur bois et les mettent ensemble et puis finalement ils poussent dans une espèce de bras de fer qui dure un certain temps et puis après ça, ils cessent. Personne n'est blessé. Les chevaux peuvent aussi avoir des combats ritualisés de cet ordre-là qui souvent sont réglés sans blessure. Alors, s'ils se battent pour se blesser, comment se fait-il que dans la plupart des combats, il y a très peu de blessés? Konrad Lorenz parlait de cela comme étant des comportements qui étaient analogues à la morale. Mais pour nous, les écologistes du comportement, le problème, c'est d'essayer d'expliquer comment cela est possible. C'est ça que je veux faire. Et évidemment, il faut un jeu pour comprendre cela. Et encore une fois, je vais simplement vous tracer très superficiellement le jeu. C'est un jeu qui a été proposé d'ailleurs par John Maynard Smith et un collègue Price. Il a défini deux stratégies dans son jeu. La stratégie Colombe, qui est une stratégie pacifique, qui est le combat ritualisé, qui règle ses conflits par une espèce de rituel, et une stratégie belliqueuse, Faucon, qui, elle, lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a un conflit, escalade et n'abandonne pas tant qu'elle n'est pas blessée. Si on est blessé, on arrête. Donc, il ne s'agit pas des deux espèces d'animaux, il s'agit de non donner à des stratégies. Et là, j'hésite à vous présenter ça, mais puisque j'ai le PowerPoint, je dois le faire. Si la valeur du gain est V et la blessure a un coût C, ça va aller très rapidement, vous allez voir. Un faucon qui se combat avec un autre faucon, à moitié du temps, on suppose qu'ils sont tous égaux, à moitié du temps, il va gagner. Donc, à moitié du temps, il va avoir V, la valeur de la ressource, et l'autre moitié du temps, il va être blessé. Il va avoir le coût C. Donc, en moyenne, il a V moins C sur 2. Et la colombe, elle, ne gagne jamais, mais elle n'est pas blessée. Elle ne gagne pas, elle a 0, mais elle n'a pas le coût. Le faucon qui se bat contre une colombe, à tout coup, va gagner, avoir V. Et les deux colombes, les deux stratégies plus ritualisées, vont à moitié du temps
laisser un gagner et l'autre gagner. Donc, ils vont avoir en moyenne V sur 2. Je vous présente ça simplement pour vous faire voir que ce qu'il y a d'important pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure stratégie à jouer, ça va dépendre ici du coût. Le C ici joue un très grand jeu, très grande importance. De sorte que, si on fait une analyse que je vais vous épargner, on peut conclure que Colombe ne sera jamais à elle seule une stratégie attendue par sélection naturelle. Colombe ne peut pas exister seule. Par contre, Faucon, qui est de se blesser, elle peut exister seule tant et aussi longtemps que les coûts sont plus faibles que la valeur de la ressource. Et lorsque ces coûts sont plus élevés, bien, il va y avoir une combinaison de Faucon et de Colombe. Un échec total pour Maynard Smith qui voulait prédire ou expliquer l'existence de cette stratégie pacifique qu'on semble voir des animaux qui règlent leurs problèmes de manière ritualisée. Comment on peut sortir de ce dilemme? Lorsque le jeu oppose des individus de force inégale, ce qui est beaucoup plus réaliste, et dans ces cas-là, on peut introduire une troisième stratégie. Cette stratégie, nous allons l'appeler évaluateur. Cette stratégie essaie d'évaluer si le joueur est plus fort que l'opposant. Si vous pensez être plus fort que l'autre, jouez Faucon. Si vous pensez être moins fort que l'autre, jouez Colombe. Alors, imaginons cette stratégie-là. Si on la replace dans le contexte de la théorie des jeux, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la seule stratégie. Elle existe seule à tous les coups. Pour tous les coups, des énormes coups, peu de coups, on obtient des individus qui jouent la stratégie évaluateur. Est-ce que je suis plus fort que toi ou est-ce que je suis moins fort que toi? Qu'est-ce que ça a de l'air, une évaluation? Eh bien, la sélection naturelle favorise alors le développement d'indicateurs réels et sincères de la force d'un individu, comme par exemple la taille de ses canines indique assez fidèlement la taille de l'animal et sa force, et aussi son état d'âme. Lorsque les combats ont lieu, ce ne sont pas des combats où les animaux tentent de se blesser, ce sont des évaluations. Les cerfs tentent d'évaluer leur force, un bras de fer, et c'est très difficile de faire semblant qu'on est plus fort qu'on est dans un combat comme ça. Et lorsqu'ils ont établi qui était le plus fort, le combat cesse, l'individu qui a admis être le plus faible s'en va, et c'est tout. Les chevaux aussi. Donc, récapitulatif, l'écologie comportementale vous propose une logique évolutive à l'analyse comportementale. Les conséquences des comportements sociaux sont fréquences dépendantes et l'analyse par théorie des jeux nous expose au paradoxe de l'évolution. Et ce paradoxe, dans des situations sociales, l'évolution n'optimise pas. Elle mène à des solutions souvent moins bonnes, mais les seules possibles dans une logique d'évolution. Et ma conclusion pour vous, c'est qu'au sein des bandes anonymes que vous allez observer, j'espère, maintenant, avec plus d'attention, les avantages de la coopération et de la communication, ainsi que le gaspillage supposément associé au combat, ne sont que des illusions qui ne résistent pas à une analyse évolutive. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je serai heureux de prendre vos questions.